Bonjour à toutes et à tous, donc une vidéo sur le début du chapitre 4 d'Histoire qui va nous amener à parler donc d'une nouvelle période, la Renaissance. Donc le titre du chapitre c'est Renaissance, humanisme et réforme religieuse. Alors la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est, on avait fait ça au début d'année, mais se rappeler comment en fait, quand se termine le Moyen Âge et quand est-ce que commence du coup ce qu'on appelle l'époque moderne. Si vous vous souvenez un petit peu de ce qu'on a dit au début d'année, on a en fait plusieurs dates différentes qui marquent un peu la fin du Moyen Âge. C'est pas une date précise hein, où d'un coup le monde change subitement, mais il y a plusieurs événements qui montrent qu'on change un petit peu de logique politique, culturelle, etc. La première date dans l'ordre, on va dire, chronologique, c'est 1453, la prise de Constantinople. Euh, Vous avez ensuite, dans les années 1450, l'invention de l'imprimerie, qui, comme on va le voir juste après, change beaucoup de choses. Et vous avez également 1492, donc ça c'est le chapitre qu'on vient de terminer, avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, l'élargissement du monde, cette mondialisation qui commence à se faire. Et 1492, c'est aussi la date de la prise de Grenade, qui correspond à la fin de la Reconquista, donc le moment où les chrétiens reconquièrent toute la péninsule ibérique. Donc quand on prend en compte ces différents changements, c'est au cours de cette période que se termine le Moyen Âge. Alors souvent on retient 1492, mais c'est globalement dans cette deuxième moitié de 15e siècle qu'on change de période. Et c'est non seulement le début de l'époque moderne, mais le début d'une époque qu'on va appeler la Renaissance. La Renaissance, c'est une période, donc je vais vous mettre la définition ici, qu'il faut connaître, c'est une période qui s'étend de la fin du XVe siècle jusqu'au début du XVIIe siècle. Et l'idée générale, c'est que ça correspond à un changement dans la manière de voir le monde et l'être humain aussi. Et comme on va le voir au fur et à mesure de ce chapitre, c'est quelque chose qui va se traduire dans tous les domaines en fait, que ce soit les arts, les sciences, la religion, etc. Donc la Renaissance, c'est une partie de l'époque moderne. Ça ne prend pas en compte l'intégralité, hein, mais c'est une partie de l'époque moderne. Et on va essayer de comprendre un petit peu de ce qui se passe pendant cette période. Alors pour commencer, on va s'intéresser à une des caractéristiques essentielles de la Renaissance qui est ce qu'on appelle l'humanisme. C'est vraiment, comme j'ai mis dans le titre, l'humanisme, c'est une nouvelle manière de voir le monde. C'est un courant intellectuel, philosophique, mais qui implique vraiment un changement assez profond dans la manière dont les gens voient le monde et l'être humain, au passage. C'est pour ça que ça s'appelle humanisme, hein, d'ailleurs. Donc si on doit d'abord faire une définition de l'humanisme, on peut résumer ça avec trois grandes caractéristiques. L'humanisme, c'est donc un courant intellectuel qui est caractérisé, premièrement, ce que j'ai mis ici, par le fait que le modèle, c'est l'Antiquité gréco-latine. On va en fait arrêter de prendre comme modèle ce qui venait de se passer dans les siècles précédents et remonter un peu plus loin et considérer que c'est dans l'Antiquité, et en particulier l'Antiquité gréco-latine, qu'il y a vraiment les choses qu'il faut essayer d'imiter, évidemment en allant plus loin, hein, ou pas en reprenant exactement, mais c'est ça qui sert un peu de base intellectuelle. Deuxièmement, il y a une volonté d'étendre le savoir. Donc ça va passer par les études, par l'éducation, et ça va notamment passer par une nouvelle manière de faire de la science. Cette nouvelle manière de faire de la science, elle va notamment beaucoup se fonder sur l'expérimentation. On va faire des expériences pour observer des choses et en déduire des connaissances. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va se détacher un peu de la religion. Là, je vous ai mis un tableau qui représente André Vézal, et notamment ce qui a commencé à se faire à ce moment-là, ça va être l'étude du corps humain. Et pour ça, il va y avoir l'étude vraiment sur des cadavres, de dissection de corps humains, etc., qui vont choquer une partie des gens, et notamment dans l'Église, mais qui servent à mieux comprendre comment fonctionne le corps humain. Et enfin, troisième caractéristique, c'est que vraiment, c'est une manière de penser où c'est l'être humain et son bonheur qui vont être mis au centre.
au centre de ce qu'on pense et au centre du monde en général. On sort d'une période où on s'intéresse surtout à des questions religieuses et où l'être humain, bon, c'est quand même vraiment moins important que Dieu et que voilà. Là, on remet l'homme au centre avec ce dessin célèbre que vous avez peut-être déjà vu, par exemple, de l'homme de Vitruve, avec cette idée que le corps humain a une espèce de perfection en lui et donc qu'il doit servir de base, par exemple, pour l'architecture. Enfin, voilà. Donc, trois caractéristiques qui permettent de définir ce que c'est l'humanisme. Et donc, quelqu'un qui pense comme ça, on va l'appeler un humaniste. Deuxième chose importante pour commencer ce chapitre, c'est comment est-ce que ces idées humanistes vont pouvoir se diffuser, et notamment une des choses importantes, ça va être l'imprimerie, l'invention de l'imprimerie. On le verra plus tard, hein, il y a aussi beaucoup de lettres d'échange entre les humanistes, mais l'imprimerie est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors, il faut bien comprendre d'où on part. Avant l'imprimerie, comment on faisait des livres? Eh bien, c'était essentiellement des moines copistes. Donc là, je vous ai mis une illustration d'un moine copiste qui passait de longues périodes de leur journée à écrire des livres. Donc là, je vous ai mis un exemple de livres à droite. Alors évidemment, c'était des livres qui étaient surtout religieux et qui étaient extrêmement travaillés. Donc vous voyez, il y a un effort non seulement de calligraphie, mais aussi de décoration. Ce qui fait que écrire un livre, ça prenait très 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 longtemps, hein. C'était plusieurs mois pour un seul livre. L'imprimerie va complètement bouleverser tout ça. C'est un homme qui s'appelle Johannes Gutenberg qui va inventer le procédé de l'imprimerie dans les années 1450. Alors il y avait déjà eu des travaux avant, en Chine, on utilise déjà des techniques d'impression depuis plusieurs siècles, mais la version vraiment la plus moderne va être inventée par Gutenberg à ce moment-là. Pour faire simple, hein, ça consiste à utiliser des plaques de métal qu'on va imbiber d'encre pour ensuite les écraser. Comme vous voyez ici, là il y a une presse. On va en fait écraser ces caractères de métal que vous voyez ici qui sont induits d'encre sur une feuille de papier, ce qui va permettre de faire beaucoup de caractères d'un seul coup en fait. Et donc ça va accélérer très 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 grandement le processus. Donc là vous avez les différentes étapes sur ce tableau qui est dans votre livre. Donc là lui il dispose justement les caractères mobiles parce qu'on peut les déplacer en fait. Ensuite on met de l'encre dessus, donc ça c'est ce personnage là qui le fait, puis on presse et ensuite on fait sécher les feuilles. Tout ça va profondément changer, il faut vraiment mesurer à quel point ça change absolument tout de pouvoir faire ça. Une bonne manière de s'en rendre compte, c'est de regarder le nombre de livres qui sortent en fait. Vous regardez jusqu'en 1450, donc avant l'invention de l'imprimerie, on est à quelques milliers de livres. Avec l'invention de l'imprimerie, ce chiffre il explose complètement, puisque on est juste 50 ans après, on a 15 millions, sur 50 ans, il y a 15 millions de livres qui sont produits. Et si on va encore un peu plus loin, on est à 210 millions. Mais vous voyez qu'il y a vraiment un changement vraiment d'ordre de grandeur de ce qu'on peut faire en production. Donc, ce qu'il faut noter plusieurs éléments, c'est que l'imprimerie change profondément le marché du livre. Premièrement, le nombre de livres produits explose. Et donc vous pouvez retenir ce chiffre, on passe de quelques milliers à 15 millions avec les dates. Deuxième changement important, les livres ne sont plus seulement en latin. Vous voyez que jusqu'en 1450, l'intégralité des livres qui étaient produits étaient écrits en latin. À partir du moment où se développe l'imprimerie, on va la proportion de livres qui est en latin ne fait que diminuer et on va produire des livres dans les langues nationales en fait qui existent à ce moment-là. Troisième changement, et ça c'est ce document-là, vous voyez, alors qu'avant il y avait que des textes religieux, là, troisième changement, on ne fait plus seulement des textes religieux. Donc vous voyez, il y a quand même une grande partie qui sont toujours religieux, 45%, mais pas que, il y a des textes juridiques, des textes scientifiques, littéraires, etc. Donc beaucoup de changements essentiels du fait de l'imprimerie. Et dernière chose à bien comprendre, c'est que cette imprimerie, une fois qu'elle est inventée, elle va vraiment se diffuser. Là, vous avez une carte dans votre livre qui vous montre, donc bon, ça a été inventé là, à l'endroit où il y a le carré, à Mayence ici, mais il y a des centres d'imprimerie qui vont se développer un peu partout, c'est tous les points bleus. Et donc, les livres deviennent quelque chose de beaucoup plus accessible. Alors,
essentiellement hein, les classes supérieures, les nobles, les bourgeois, peuvent se mettre à lire des livres. Et du coup, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça qu'il faut noter pour terminer un peu cette sous-partie, c'est que l'imprimerie permet la diffusion des idées humanistes par la diffusion des livres. Et comme vous le voyez sur cette carte, ça se fait beaucoup en Europe, alors beaucoup dans le Saint-Empire romain germanique, en Italie notamment, mais ça déborde un petit peu, il y a des imprimeries qui ouvrent au Royaume-Uni, en Espagne, etc. Voilà pour le début du cours. Je vous laisse simplement noter le titre du grand 2, la Renaissance et l'humanisme dans différents domaines. Il y a une petite faute de frappe que je vous laisse corriger. Différents domaines et pas différents domaines. Et la semaine prochaine, justement, vous allez travailler sur ces différents domaines. Donc ça peut être dans l'art, ça peut être dans les lettres en général, ça peut être dans la science également. Voilà, vous prenez ça en note et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.